Waste cette semaine. Un tsunami de déchets électroniques menace la planète. La sentence vient du directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement. En 2014, le poids des e-déchets a atteint le triste record de 41,8 millions de tonnes dans le monde. Alors certains pays prennent les devants. En Amérique latine, par exemple, plusieurs associations jouent les recycleurs high-tech. La suite avec Juliette Lacharnay. Téléphone portable, câbles, carte mère ou encore pièces d'ordinateur. Sur ce marché de Lima, tout est à portée de main. Des déchets qui valent de l'or. Chaque jour, des centaines de composants électroniques sont récupérés puis revendus sur ces étals. Un gagne-pain qui n'est pas sans danger. Ce type de recyclage ressemble plutôt, disons-le, à un démantèlement informel. Ce qu'ils cherchent, c'est ce qui a de la valeur. Le reste, ils le jettent. Certains composants réagissent au contact de l'eau ou au contact de certains acides. Cela peut avoir des conséquences réellement néfastes, à la fois pour la santé et pour l'environnement. Des centres de recyclage comme celui-ci, il y en a des milliers en Amérique latine et leur nombre ne cesse de s'étendre, la plupart du temps à l'initiative des communautés locales. Mais très peu respectent les standards mis en place par la communauté internationale. En cause, le manque de régulation à l'échelle des États. Aujourd'hui, les mentalités évoluent. Avant, personne n'avait conscience du problème. Ici, nous ne pouvons toujours pas collecter les déchets électroniques chez les particuliers. Nous pouvons uniquement les récupérer dans les entreprises. Sur les 21 pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, seul un tiers d'entre eux ont mis en place des lois pour mettre un frein à l'accumulation de déchets électroniques. Dans le monde, leur nombre devrait passer la barre des 40 millions en 2014 et approcher celle des 50 millions à l'horizon 2018. Un bilan alarmant, mais les États tardent à réagir. Selon un rapport de l'Université des Nations Unies, moins d'un dixième est correctement recyclé à l'échelle de la planète. Et pour aller plus loin, on vous retrouve en plateau. Guillaume Gralet, bonjour. On le voit, il y a un véritable paradoxe. Inflation législative depuis le début des années 2000 sur cette question des déchets électroniques. Et pourtant, inflation des déchets électroniques tout court. Pourquoi ce paradoxe continue-t-il d'exister ? Oui, Marjorie, et ensuite, en plus, il y a une vraie spécificité des déchets électroniques parce qu'ils ne représentent que 2% des déchets dans le monde, mais ils représentent 70% de la toxicité. Alors, il y a deux problèmes, hein, vous en avez souligné un, c'est l'inflation législative, mais très peu de coordination, Marjorie, entre les États. C'est-à-dire que les règles que vous avez en Europe ne sont pas les mêmes que celles en Amérique latine, en Russie ou en Afrique, par exemple. Et puis, vous avez la multiplication des objets connectés, hein, on en parle régulièrement ici. Alors, bien sûr, il faut pouvoir s'assurer de leur devenir, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, on verra si peut-être un jour il peut exister des déchets connectés, mais ça c'est une autre histoire. Il y a quelque chose qui reste très cohérent dans cette question des déchets électroniques, ce sont les mouvements géographiques. Très clairement, si on devait la positionner sur une carte, on verrait que ce mouvement, il va justement du nord vers le sud. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux ont enfin trouvé une recette miracle pour éviter justement tout cet envoi massif de déchets électroniques vers les pays du sud ? Malheureusement, non, Marjorie. Moi, je me souviens d'un reportage en 2005, c'était il y a déjà 10 ans, où j'étais allé en Inde, à côté de Mumbai. Eh bien, j'avais déjà vu un village où on voyait des femmes qui se regroupaient, se mettaient à 6 en rond. Et en fait, elles prenaient des composants électroniques, elles les utilisaient un briquet pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait de valable à l'intérieur. Alors, des villages comme ça, il y en a un peu partout, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le village, la ville même d'Accra au Nigeria. Il y a celle de Agbo Glochier au Ghana. Et vous voyez naître ça aussi autour de Gyeongju en Chine, en Pakistan, en Bangladesh. Très souvent, Marjorie, ce sont des zones portuaires parce que ce sont les zones qui reçoivent par paquebot entier les déchets électroniques. Alors on voyait tout à l'heure hein, dans le sujet de Juliette Lacharnay, les entreprises, elles, ont l'obligation de faire recycler leurs déchets. C'est justement ce que les associations peuvent récupérer. Par contre, nous particuliers, on n'a pas d'obligation là aussi vraiment très stricte. Qu'est-ce qui se passe dans un ordinateur ? Qu'est-ce qui se passe justement dans un smartphone? Qu'est-ce qu'on peut recycler? Qu'est-ce qu'on peut récupérer de façon très pratique? Oui, alors là, on arrive au cœur du problème, Marjorie. C'est-à-dire que vous avez à la fois le meilleur, vous allez même trouver de l'or, de l'argent. On chiffre que le montant des déchets annuels rejetés dans le monde vaut 48 milliards de dollars. Si vous prenez 1 million de téléphones portables, vous allez retrouver 24 kilos d'or, 250 kilos d'argent. Il y a également du cuivre à l'intérieur. Et ça attire beaucoup. Mais il y a également, on en parle, les produits toxiques. Alors on s'est un petit peu amusé. On a des composés. Alors c'est un vieil ordinateur, donc c'est encore plus toxique que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir
je vais montrer ça un petit peu à la caméra, que derrière un clavier, eh bien, vous avez quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous avez d'abord, bien sûr, une batterie qui est ici. Et la batterie, par exemple, peut contenir du cadmium. Le cadmium, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça peut être même cancérigène. On voit ça dans certains hôpitaux en Inde qui traitent en fait les personnes qui utilisent tout ça. Vous avez également une barrette mémoire où là, vous allez avoir de l'acide. Et puis la carte mère. La carte mère, c'est un petit peu tout ce qui abrite les composants électroniques. Eh bien là, vous allez avoir à la fois du cuivre, mais des choses aussi très dangereuses quand on va les brûler pour récupérer ce qu'il y a de précieux. Voilà. Je referme, c'était juste pour montrer qu'il y a à la fois le meilleur et le pire dans un ordinateur. Le squelette d'un ordinateur. Et quelles sont du coup les solutions, là aussi très pratiques, qu'on peut tout de suite mettre en œuvre? Alors l'ONU a raison d'alerter, de montrer que la situation est très grave. On peut aller vers davantage d'harmonisation des règles dans le monde entier. On peut également travailler sur des matériaux plus durables, travailler justement sur la fin de l'obsolescence programmée dont on parle souvent ici, Marjorie, donc d'avoir simplement des composants qui vont durer plus longtemps. Et puis enfin, il faut travailler sur des solutions de recyclage moins coûteuses. Ça peut passer par la création de nouveaux emplois. En fait, ça peut sensibiliser les gouvernements. Si on regarde le calcul de l'association américaine Electronics Take Back Coalition, elle explique que 10 000 tonnes d'objets électroniques recyclés peuvent contribuer à créer 300 emplois. Donc ce sont aussi des investissements d'avenir, d'investir dans le recyclage. L'obsolescence programmée qui pourrait être le prochain combat politique en France d'une certaine Ségolène Royal. Merci Guillaume pour toutes ces explications. Et tout de suite, c'est Test 24. Et c'est d'une jolie histoire qu'on va vous parler maintenant, celle de Maker, ces nouveaux héros du do-it-yourself techno qui ont sauvé un buste antique. Ce buste, c'est une statue de Bouddha pour être très précis et elle est reconstituée en impression 3D, Guillaume. Oui Marjorie, c'est une histoire assez rigolote et folle et en même temps très prometteuse puisqu'en fait c'est l'équipe du Fab Shop, ce sont effectivement des makers qui sont situés en plein cœur de Paris, une équipe qui est dirigée par Berthier Luit et cette équipe, elle va souvent déjeuner dans un restaurant thaï parce que ça leur plaît et elles se sont rendues compte qu'il y avait, qui trônait un petit peu dans cette salle de restaurant, la reconstitution, en fait une vieille statue de Bouddha. Alors c'est une statue qui a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années peut-être, mais qui est en bronze, mais qui a pas mal de défauts. Alors, ils se sont prêtés à un petit exercice technologique, c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette statue en photo sous beaucoup d'angles, jusqu'à 200 photos, on appelle ça la photogrammétrie. Et ensuite, j'aurais appris un mot aujourd'hui. Voilà, j'ai appris également, Marjorie. Et ensuite, ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle le logiciel ZBrush pour reconstituer les parties manquantes. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué virtuellement cette statue. Et ensuite, cette statue, ils l'ont imprimée. Ils l'ont d'abord imprimée en papier, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la fabrication additive. Donc on recrée un objet quasiment à l'identique. En plus, on peut jouer sur les couleurs. Et puis, ils l'ont retravaillé également en pierre et peut-être un jour en bronze. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit là comment la technologie peut recréer les sensations artistiques. Et puis, quand on voit, Marjorie, toutes les saccages d'œuvres d'art dans le monde, c'est le cas par exemple en Irak, c'est extrêmement prometteur pour reconstituer des choses à l'identique. L'impression 3D qui se bat pour l'art. Merci infiniment Guillaume pour toute cette démonstration en plateau. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très bientôt en plateau. Un joyau au cœur de l'Afghanistan. Le lac de Bandé Amir est l'un des trésors de la province centrale de Bamiyan, Eldorado des routards étrangers dans les années 70. Non loin de là, les montagnes qui abritaient les 2 Bouddhas géants dynamités par les talibans en 2001. Depuis, Bamiyan a été largement épargné par le conflit qui mine le reste du pays. C'est la 2e fois que cet Australien d'origine afghane vient ici. La première chose qu'on ressent, c'est la sécurité. C'est tellement paisible. N'importe qui peut se promener, de jour comme de nuit, homme ou femme. Personne ne leur causera de problème. Mais les visiteurs comme lui sont rares. Car Bamiyan est entouré de provinces infestées de talibans.
Entre les risques d'embuscade sur les routes et les petits avions peu fréquents, difficile de venir ici. Le nombre de touristes a fortement chuté ces dernières années. Les commerçants s'adaptent et visent désormais la clientèle locale. On est inquiet pour notre futur parce que les terroristes ont multiplié leurs refuges en Afghanistan. Si le gouvernement ne fait rien, nous ne nous sentirons pas en sécurité. Mais on doit garder espoir. On espère que grâce à Dieu, bientôt nous aurons la paix. Même préoccupation pour les professionnels du tourisme comme Mohamed Ibrahim. Les touristes étrangers sont très importants pour l'Afghanistan et pour Bamiyan. Mais pour le moment, à cause de ces problèmes de sécurité, nous nous concentrons sur les touristes afghans. Ils ne se préoccupent pas trop des problèmes sécuritaires en Afghanistan. Selon lui, 1 millier de touristes afghans visitent Bandé Amir chaque semaine en été. La ville de Bamiyan a été désignée capitale culturelle d'Asie du Sud cette année. Un coup de pouce au tourisme pour cette province qui rêve de dévoiler ses trésors au reste du monde. Je m'appelle Caroline Dumais et je couvre pour France 24 l'actualité en Afrique du Sud. Mais je vous retrouverai aussi dans le journal Afrique pour tous les autres pays de ma zone, le Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho, tous les pays qui m'entourent. Caroline Dumais, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde. Djely Moussa Condé, un artiste RFI Talent. Découvrez le griot urbain avec son nouvel album Wo Mama. France 24, le monde en direct, un réseau mondial d'observateurs, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité.